Bonjour, bienvenue pour ce nouveau journal. Nous sommes le mardi à 19 janvier. Voici les titres. Quand des communes fusionnent, cela peut changer le quotidien des habitants. Plusieurs villes ont décidé de se regrouper au 1er janvier et cela a des conséquences, vous allez le voir, dans les adresses, les noms de rues. La Poste et les GPS vont devoir s'adapter. Une cinquantaine de vignerons français présents en Vendée pour faire découvrir leurs vins, des vins élaborés sans traitement chimique et en fonction de la lune. C'est ce qu'on appelle la biodynamie, une méthode qui séduit de plus en plus producteurs et consommateurs. Et puis un nouveau volet de notre série de reportages consacrés aux Vendéens qui ont marqué 2015. Avec le coiffeur au grand cœur d'Atticouche, le jeune Vendéen avait décidé de monter à Paris l'été dernier pour aller coiffer et raser gratuitement les sans-abri. Quelle expérience en retire-t-il? Quels sont ses projets? Nous sommes allés à sa rencontre. Changer d'adresse sans déménager, c'est ce qui va arriver à plusieurs centaines de foyers vendéens dans les prochains mois. C'est l'une des conséquences des fusions de communes le 1er janvier dernier. Certaines villes possèdent en effet les mêmes noms de rues. Alors pour éviter les confusions, elles vont devoir modifier certaines adresses. La Poste, mais aussi les GPS vont donc devoir s'adapter. Commune nouvelle, le casse-tête cartographique, c'est un reportage de Pierre Dalicieux. Aubigny et Les Clouseaux ne forment plus qu'un. Aubigny-les Clouseaux est donc une des 8 communes nouvelles du département. Et comme bien souvent, la place de la mairie, la rue du Général de Gaulle ou la place de l'église figurent dans les 2 communes. Ici, la rue Robert Schuman figure et à Aubigny et aux Clouseaux. Il va donc falloir en débaptiser une sur les 2. On va débaptiser les rues dans lesquelles il y a le moins de personnes, le moins de foyers qui sont impactés. C'est la règle. La règle, on va essayer de gêner le moins possible d'habitants, puisque c'est quand même une question sensible. Changer d'adresse, ça peut perturber certaines personnes. Un casse-tête pour les communes concernées, qui pour la plupart ne s'y sont pas encore attelées. Débaptiser et rebaptiser une, voire plusieurs rues ne se fait pas comme ça. La Poste, qui préconise fortement cette solution, en a trouvé une autre. Faire figurer sur chaque adresse d'une commune nouvelle le nom de l'ancienne commune, afin que les facteurs s'y retrouvent. Prenons un exemple concret. Madame Henry, qui demeure 12 avenue Rouge 85 170 Saligny. Voilà comment est précisée l'adresse. Donc à partir du 1er janvier, nous aurons toujours Madame Henry, 12 avenue Rouge, Saligny, 85 170 Belvigny, donc le nom de la commune nouvelle. Elle devra faire figurer Saligny juste avant le code postal, ce qui permettra aux facteurs de mieux identifier l'adresse et d'assurer une distribution de qualité. Autre secteur impacté par ces homonymies de rues ou de places, celui de la cartographie. Cette société fournit les cartes que vous retrouverez sur la plupart des GPS embarqués en France. Les communes nouvelles sont ici aussi une charge de travail supplémentaire. Les collectivités locales n'ont pas du tout l'obligation de nous contacter pour toute modification de nom de rue, pour les GPS. Et donc certaines le font directement, volontairement, de plus en plus, mais on doit quand même les contacter pour justement s'informer de tout ça et savoir s'il n'y a pas des noms de rue qui ont changé suite à cette fusion. Les communes nouvelles vont mettre encore quelques temps à se mettre en place définitivement et devront faire vite. Car d'autres secteurs risquent d'être impactés par ces doublons de rue, comme les services de secours ou d'aide à la personne. C'était en septembre dernier. Les images de migrants arrivant en Europe avaient suscité une réaction en Vendée et la naissance d'un réseau baptisé Welcome. Près de 300 personnes s'étaient réunies pour proposer leur aide ou un hébergement. 4 mois plus tard, ce réseau continue de fonctionner. Il a permis de fournir temporairement une solution de logement à une trentaine de personnes étrangères arrivées récemment ou depuis plusieurs années dans le département. Nous, on vient surtout en complément et surtout pas à la place des institutions mandatées par l'État qui œuvrent dans le cadre de l'accueil des migrants. Il y a des tas de gens qui ont envie de se mobiliser. C'est pas rien d'accueillir des gens chez soi qu'on ne connaît pas, quelquefois pour un mois, voire plus. Et on sent une dynamique énorme. Et puis, moi j'ai envie de dire, le réseau, c'est aussi une vraie force de frappe parce qu'on a des gens d'horizons très très différents, d'origines aussi différentes et qui sont prêts à se mobiliser pour proposer autre chose à La Roche-sur-Yon et en Vendée. Et une nouvelle réunion du collectif Welcome est prévue ce jeudi soir à la maison de quartier des Pyramides de La Roche-sur-Yon. Le réseau cherche de nouveaux bénévoles pour endosser le rôle de tuteur et accompagner les familles aidées dans leur démarche et leur vie quotidienne.
En bref, au chapitre économie, le groupe Gruau se rapproche de l'allemand Sortimo. Gruau est spécialisé dans la transformation et l'aménagement de véhicules utilitaires. Il possède notamment un site en Vendée, à Saint-Laurent-sur-Sèvre, qui produit des ambulances et des véhicules de pompiers. Ce rapprochement doit notamment permettre à Gruau de renforcer son développement international, principalement en Allemagne. Et puis la saison touristique 2016 se présente bien, en tout cas c'est ce qu'annoncent les Gîtes de France. La Fédération de Vendée regroupe près de 500 propriétaires dans le département. Et en ce début d'année, elle enregistre une hausse de 13% des réservations. Ces locations de vacances chez l'habitant semblent avoir le vent en poupe. L'an dernier, déjà, les Gîtes de France ont vu leur activité croître de 7,5% dans le département, avec un chiffre d'affaires d'un peu plus de 4 millions d'euros, porté notamment par la météo estivale et les touristes qui avaient été plus nombreux à passer leurs vacances en France. Prenons la direction maintenant du domaine viticole Saint-Nicolas à l'île d'Olonne. Il s'est tourné il y a près de 20 ans maintenant vers la biodynamie. Pas de traitement chimique, une prise en compte du climat, de la lune. Voici les principes de cette méthode qui séduit de plus en plus de vignerons. Le syndicat Biodivin, qui réunit des professionnels de toute la France, vient d'organiser en Vendée son assemblée générale. Une cinquantaine de producteurs étaient présents pour faire découvrir leur vin biodynamique. Grégoire de Châtillon. Croquant, minéral, nature, voilà ce qui pourrait caractériser un vin issu de l'agriculture biodynamique. Un vin de plus en plus prisé par les restaurateurs, cavistes et sommeliers venus déguster ici le cru 2015. Pour tous les amateurs de bon vin, souvent c'est à la dégustation qu'on saute le pas et qu'on devient convaincu avant même de parler de la philosophie qui a aussi ses bons côtés. Une minéralité très fine, mais ça reste quand même sur le fruit. Les biodynamistes vont encore plus loin que le label agriculture biologique. Proche de l'homéopathie, ils respectent d'abord le cycle de la lune et s'efforcent de redonner au sol et à la plante un équilibre, une résistance et une vitalité déréglée par les traitements chimiques. La qualité principale de la biodynamie, c'est qu'on fait des vins qui sont uniques puisqu'on va respecter 100% le terroir et l'environnement avec le climat. Guillaume Berger est sommelier dans un restaurant de Charente-Maritime. Il doit régulièrement renouveler sa carte avec une demande de plus en plus importante en vin biodynamique. Là, je suis sur un Gewürztraminer, donc avec tout le côté aromatique que ça inclut, très gras. Et ça, c'est des vins sublimes avec des poissons, fruits de mer. C'est des vins qui plaisent beaucoup aux gens en plus. Donc, sur ce genre sur des viticulteurs qui travaillent aussi bien, à nous en tant que professionnels de faire découvrir ça aux gens, c'est notre métier. Ils sont ainsi une centaine de vignerons à faire partie de Biodivin, ce syndicat international en culture biodynamique. 45 d'entre eux étaient présents au domaine Saint-Nicolas, non seulement pour faire découvrir leur nectar, mais aussi pour participer la veille à leur assemblée générale. De plus en plus, on voit que c'est une pratique viticole qui se développe vraiment sur l'intégralité du territoire français. On a des membres qui viennent même de Corse, de Savoie, de régions viticoles que la plupart des gens même ne connaissent pas. La Vendée, elle, compte 2 vignobles sur son territoire qui travaillent leur vin en culture biodynamique. Et j'ajoute que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Les Berbères viennent de célébrer la nouvelle année. Leur calendrier a 2 semaines de décalage avec notre calendrier civil. Le jour de l'an est fêté autour du 12 janvier. Les Berbères sont entrés dans l'année 2966. Au Bourg-sous-la-Roche, l'association Algérie France Amitié avait organisé pour la 12e fois une soirée festive pour l'occasion. Une manière de tisser du lien et de rapprocher différentes cultures. Une soirée également placée sous le signe de la solidarité. L'association Algérie France Amitié vient notamment en aide à une école de jeunes handicapés située en Kabylie. Cette soirée, c'est un support pour nous, pour rencontrer les gens, pour partager, échanger et faire connaître notre culture, notre tradition et notre histoire berbère. Comme chaque année, les gens savent qu'on organise une nouvelle en berbère, donc il y en a beaucoup qui reviennent et d'autres, à chaque fois qu'ils prennent connaissance de cette soirée, ils s'inscrivent. Ça marche, hein. Et ça marche tout le temps, chaque année.
Il s'appelle Datikouche, vous en avez peut-être entendu parler l'an passé. Ce coiffeur vendéen avait décidé de monter sur Paris pour coiffer les sans-abri, une initiative qui a eu plusieurs échos dans la presse. Nous avons décidé d'aller à sa rencontre dans le cadre de notre série de reportages sur les Vendéens qui ont marqué 2015. Datikouche coiffe toujours à La Roche-sur-Yon. Il a aujourd'hui plusieurs projets. Il compte notamment repartir s'occuper des sans-abri dans plusieurs grandes villes françaises. Il envisage aussi d'aller témoigner de son expérience aux États-Unis. Apolline Laurent. C'est marrant parce que les gens des fois m'interpellent et me disent c'est toi le coiffeur qui a coiffé les SDF. Donc ouais, c'est assez drôle. On le surnomme le coiffeur au grand cœur. En juillet dernier, Datikouche monte sur Paris avec cette volonté, redonner un peu d'humanité et de dignité aux sans-abri. Pendant plusieurs jours, il fait le buzz sur Internet, mais aujourd'hui, il aimerait surtout faire des émules. Au-delà des poignées de main, c'est que les gens fassent pareil, quoi. Parce que c'est bien beau de dire c'est bien ce que tu as fait, mais si personne prend le relais, mon geste il a servi un peu à rien, quoi. Avec son association solidaire Sans-Abri, il continue les maraudes dans les grandes villes de France. Après Paris, Rennes, Nantes, Marseille, à chaque fois des dizaines de sans domicile fixe viennent à sa rencontre. Pour le jeune coiffeur, c'est surtout le sentiment d'être utile. C'est très fort et je pense que c'est une expérience unique. À travers les vidéos, les photos, je pense que c'est assez touchant. Mais le vivre, c'est autre chose. Et non, moi ça m'a motivé et maintenant je coiffe différemment. Lorsque j'en parle à mes clients, c'est vrai que j'ai un autre point de vue. Et aujourd'hui, je sais que j'ai envie de continuer et je continuerai. Car Dati n'a pas dit son dernier mot. Parmi ses projets pour 2016, il y a bien entendu continuer les actions avec son association, mais surtout s'installer dans son nouveau salon. Avec un ami tatoueur, ils vont ouvrir un barbershop juste en face de son ancien salon. Donc, le projet est ici, juste en face. Donc les clients ne seront pas perdus, donc c'est cool. Donc on a plus de 100 mètres carrés, donc on va essayer de faire un beau salon. Une fois qu'il aura terminé ses actions en France, Dati ira transmettre son message outre-Atlantique où plusieurs associations l'ont déjà sollicité. En tout cas, le jeune Vendéen n'est pas prêt de donner son dernier coup de ciseau. Ouvrons une page culture à présent avec d'abord une exposition en cours de préparation autour de Jean Chevauleau. Le peintre vendéen a disparu il y a tout juste 20 ans. Fontenay-le-Comte a prévu de lui rendre hommage cet été en exposant certaines de ses œuvres au sein du musée de la ville et de la maison Chevauleau. Pour l'occasion, un appel est lancé auprès des propriétaires de tableaux du peintre, invités à prêter certaines œuvres, mais aussi à apporter leur témoignage sur l'artiste. Pour plus de renseignements, il suffit de contacter la maison Chevauleau à Fontenay-le-Comte. Partons maintenant à la découverte d'un autre peintre, Thibaut Jandot. Il a seulement une trentaine d'années, mais le jeune artiste expose déjà dans de nombreuses galeries à Nantes, mais aussi à l'étranger. Celui qui est entré dans le monde de l'art par le graffiti a développé tout un travail autour de la nature et surtout des animaux. Il se définit comme un peintre animalier contemporain. Cyril Guillet est allé le retrouver dans son atelier au Sables d'Olonne. C'est sous le nom de cœur que Thibaut Jandot signe ses œuvres. Diplômé de l'Institut supérieur des arts appliqués de Nantes, voilà 6 ans qu'il vit de sa peinture et c'est assez rapidement qu'il fera ses premiers pas dans le monde de l'art. Je pense avoir eu pas mal de chance au niveau de mes rencontres. J'ai été acheté par un fonds d'art contemporain, j'ai rencontré directement une galeriste nantaise qui s'appelle la Galerie Alban. Et donc une dame extrêmement gentille et accueillante, et voilà, puis qui m'a surtout vraiment donné toutes les bases que j'avais pas pour faire ça de ma vie. Et aujourd'hui, il expose un peu partout en France, en Europe, en Asie et en Amérique. Là où au final j'en vois le plus de choses, c'est à Taïwan, à Taipei, une galerie qui tous les ans organise une grosse foire d'art et puis je leur envoie tous les ans entre 10 et 20 grands formats, quoi. Voilà. Son thème de prédilection, les animaux, un travail qu'il réalise d'après photo et dans lequel il s'évertue à garder le dynamisme et le naturel de chaque espèce qu'il immortalise. L'animal, contrairement à l'humain, ne pose pas, ne prend pas une posture en fonction de s'il y a une caméra ou un appareil photo et va faire attention à ça et à son image. Du coup, il a un aspect vraiment naturel dans ses façons d'être, dans ses mouvements, sa façon de bouger, tout ça, que je trouve intéressant.
Tous ces animaux sont peints sur fond blanc et malgré le dynamisme apparent des coups de pinceau que l'on retrouve sur la toile, la réalisation d'une de ces œuvres peut prendre plusieurs jours. Il y a un travail assez énorme derrière dont on ne se rend pas compte, mais c'est le but d'ailleurs qu'on ne s'en rende pas compte, je pense, parce que si on sentait l'artiste au bout de sa vie tellement il est crevé d'avoir bossé, ce serait moins intéressant. Non, il y a énormément de travail. Thibaut Jandot poursuit chaque jour son expérimentation picturale et apprend un peu plus à chaque fois sur la peinture. À terme, il aimerait créer un collectif d'artistes et rompre ainsi avec le mythe du peintre seul face à sa toile. C'est la fin de cette édition. Jette un coup d'œil à la météo. Il fera gris et froid ce mercredi. Un ciel couvert, peut-être quelques gouttes de pluie. Les températures 1 à 5 dans la matinée, 6 à 8 au meilleur de la journée. Armelle Pavageau vous en dit plus dans un instant. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau journal.